Alors même que le Covid-19 menace la planète tout entière, tous les gouvernements réfléchissent à des solutions pratiques pour s'en sortir, s'extirper de cette situation-là. La Chine est parvenue à clairement se débarrasser du virus. La Corée du Sud a mis les moyens et ses propres stratégies, comme on a pu le voir dans la vidéo d'hier, pour lui permettre aujourd'hui de clairement contenir aussi l'épidémie. En Europe, par exemple, la Suède a décidé de ne pas du tout confiner sa population et d'autres pays comme l'Australie ont décidé de mettre en œuvre une série de vaccins pour pouvoir expérimenter des traitements alternatifs. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Qu'en est-il de nos pays? Que font-ils? Où mettent-ils leur énergie? Le constat, il est différent. On n'a pas le sentiment qu'ils essaient réellement de trouver des solutions en interne pour résorber la crise, mais plutôt qu'ils sont parfois attentistes, attendant que le secours leur vienne de l'étranger. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous ont été choqués quand nous avons découvert que nos États ont quand même massivement postulé pour pouvoir recevoir les vaccins expérimentaux sur nos populations, faisant de fait d'elles des cobayes, ce qui bien évidemment est inadmissible vu comment les choses se passent. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas expérimenter des vaccins. La science telle qu'elle est faite aujourd'hui demande que des expérimentations soient faites. Mais que des populations en Occident ne testent même pas de manière conséquente les vaccins sur leur propre population et décident de rapatrier ça en Afrique est une preuve bien évidemment de mépris, d'arrogance et ceci est inacceptable. Enfin, c'est inacceptable pour beaucoup d'entre nous, mais apparemment pas pour nos dirigeants. En réalité, cette crise me permet de voir de manière très flagrante trois éléments fondamentaux sur le mindset des Africains et qui malheureusement contribuent à nous maintenir dans un état de pauvreté abject et inadmissible de nos jours. Dans cette vidéo, je me propose aussi bien évidemment, au travers de cette analyse des problématiques que l'on a sur le continent, de te permettre d'y voir toi aussi des opportunités dans lesquelles il y a réellement des failles. Parce qu'un profane voit des problèmes, un entrepreneur voit des opportunités. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi ici et active les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business ainsi que de nos émissions en direct au cours desquelles tu peux appeler, poser tes questions pour avoir des réponses par rapport aux problématiques par lesquelles tu peux passer relative bien évidemment à ton business. Investir au pays est la première chaîne business dédiée à l'Afrique et c'est donc ici que tu trouveras les meilleures informations et les meilleures interviews. Deuxième chose que tu as à faire, c'est aller dans la barre de description pour recevoir gratuitement le cadeau de bienvenue que je t'offre, qui est un petit livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Peut-on comprendre l'Africain aujourd'hui sans regarder à son histoire? Bien sûr que non. Et l'histoire de l'Afrique est bien évidemment teintée, certes, de périodes glorieuses, mais aussi de périodes sombres. C'est vrai qu'on a voulu effacer les périodes glorieuses pour ne parler que des périodes sombres, mais il est vrai que les périodes sombres nous ont laissé pas mal de traumatismes. Parfois, je discute avec des Occidentaux qui sont très choqués des dictateurs qu'il y a en Afrique. C'est comme ça qu'ils aiment bien appeler les chefs d'État en Afrique. Et ils se demandent, mais comment des gens aussi intelligents que vous faites pour pouvoir supporter de tels dirigeants? Pourquoi est-ce que vous ne vous débarrassez pas d'eux? Et là, bien évidemment, la réponse que je leur dis souvent, mais figure-toi que ces personnes-là que tu qualifies de dictateurs n'ont pas toujours été au pouvoir. Il y a eu à plusieurs reprises des révoltes populaires justement pour faire ce que tu viens de demander, à savoir amener au pouvoir une alternance. Mais il se trouve qu'à chaque fois que les Africains sont parvenus à mettre à la tête de leurs États des gens qui aimaient réellement le peuple et qui donc pour le coup allaient incarner une réelle alternative, une gestion transparente de l'économie afin de la faire progresser, ils ont été assassinés. Est-ce que tu sais par qui? Et souvent, non. Par qui? Par le peuple, par une rébellion, par un coup d'État. Je lui dis, non, pas tout à fait. Le coupable est beaucoup plus proche de toi que tu ne le penses. Par les responsables et les dirigeants occidentaux. Et je profite donc généralement pour leur parler, par exemple, de Sylvanus Olympio qui a été assassiné en 1963 parce qu'il a osé vouloir remettre en cause le franc CFA. On est bien là au lendemain des indépendances. Sylvanus Olympio a été le premier, malheureusement, d'une très longue série de leaders, de nationalistes qui ont été froidement assassinés. Et les enquêtes aujourd'hui ont démontré que bien souvent, des nations comme la France, mais pas que,
était derrière cela. Je leur parle bien évidemment toujours de Thomas Sankara qui pour moi a été jusqu'à présent le meilleur président que l'on ait connu sur la planète. Et je leur dis, est-ce que tu savais que c'était un Africain? Et là, bien évidemment, ils sont juste choqués. Comment ça, un Africain? Mais quand je commence à leur parler de l'histoire de Thomas Sankara, de ses réalisations, de son combat, de son idéologie et de son implication auprès de son peuple, ils sont juste waouh. Je termine en leur disant, malheureusement, il a été assassiné en 1983 par un coup d'État mené par son meilleur ami Blaise Compaoré. Mais bien évidemment, aujourd'hui, avec le recul, on sait très bien qu'il était derrière soutenu par des nations occidentales. Et puis d'ailleurs, j'aime bien leur rappeler le dernier cas présent, Kadhafi, 2011. On l'aime ou on ne l'aime pas, il a été froidement assassiné, clairement, aux yeux et au vu de tout le monde entier, peut-être aussi pour donner un message à tout autre leader qui s'amuserait à ne pas être aux ordres. Parce que oui, Kadhafi, bien évidemment, on aimait le présenter en Occident comme un dictateur, mais on avait oublié qu'il était dictateur quand on voulait son argent. On avait oublié qu'il était dictateur quand on lui vendait des armes. On avait oublié qu'il était dictateur quand il venait à l'Élysée et qu'on lui construisait une tente ou alors qu'il faisait le tour de toutes les nations occidentales. Non, là, il n'était pas dictateur. Il est juste devenu dictateur quand il n'a pas voulu faire ce que les autres lui demandaient. Quand l'Occident n'a pas pu obtenir de lui ce qu'elle attendait, là, il est devenu un dictateur. Et figure-toi que l'on s'est servi, bien évidemment, de toutes les structures internationales pour pouvoir maquiller, déguiser son assassinat. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne dira pas que c'est un individu qui l'a tué, mais tous ceux qui suivent l'actualité, qui ont suivi ce dossier, donc toi aussi, à moins que ta source ne soit BFM TV, je ne sais pas trop quel autre type de média, normalement tu sais qui est derrière son assassinat. Et donc quand je présente ce contexte-là, ça permet déjà aux gens de se rendre compte que la vérité, elle est peut-être beaucoup plus complexe à comprendre par rapport à ce qu'on nous présente. Mais c'est vrai que ce contexte-là, avec tous ces assassinats-là, parce que là, je n'en ai parlé que de quelques-uns, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. On peut rajouter Lumumba et j'en passe. Ce contexte-là, qui est certainement un contexte qui a aussi contribué à traumatiser l'homme noir. Et justement, je veux que l'on en voit tout de suite les implications. Au moment des indépendances, le général de Gaulle, accompagné de Jacques Foccart, ont mis sur pied un système, un mécanisme que l'on appelle la France-Afrique, dans lequel ils se sont assurés de maintenir assujettis les États africains. Ceux qui ont osé vouloir se rebeller, comme Sékou Touré en Guinée, ont été tout de suite mis au pas. Il a été clairement agressé, il a été menacé et surtout on a tout fait pour pouvoir couler son économie. Là aussi, il ne fallait pas simplement lui donner la chance de montrer qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Il fallait communiquer un message très clair pour que personne d'autre n'ait l'idée, l'intention de vouloir faire la même chose. En réalité, à chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu se comporter vis-à-vis de l'Occident d'égal à égal, il en a souffert. Alors attention, je vais quand même apporter une nuance, parce qu'ici, là, je parle beaucoup de ce qui se passe en Afrique francophone. C'est vrai que les pays anglophones ont des réalités différentes. On voit des leaders comme Nana Akufo-Addo aujourd'hui au Ghana, qui peut s'exprimer assez librement sur pas mal de sujets, ce que ses compères francophones, bien évidemment, ne font pas et ne peuvent pas faire. Enfin, ils peuvent faire, mais ça leur demanderait du courage. Le but de la France-Afrique, donc, c'était de pouvoir s'assurer que l'on contrôlerait en Afrique l'économique et le politique, qui sont bien évidemment les deux fondamentaux d'une nation. Ils ont donc mis à la tête des États des dirigeants dociles qui viendraient rendre des comptes à Paris, des dirigeants manipulables qui, pour beaucoup d'entre eux, se laisseraient tenter par l'argent facile et seraient facilement corruptibles et donc entraîneraient de fait la déchéance de leurs propres États. Et pour bien réussir leur coup, justement, ils se sont assurés que les pays naissants ne puissent pas piloter leurs économies. Au départ, c'était parti d'une bonne intention, les assistances techniques. C'est-à-dire, vous êtes un pays qui, avant, viviez sous tutelle ou alors était colonisé, parce que ce sont deux statuts totalement différents. Le Cameroun, par exemple, n'a jamais été colonisé. Ce n'était pas du tout une colonie française, c'était une tutelle. Ça n'a rien à voir avec une colonie. Mais le fait était que l'administration camerounaise était quand même beaucoup, vraiment beaucoup dirigée par les Français. Et donc, ce qui s'est passé au moment de l'indépendance, c'est qu'il fallait bien évidemment céder petit à petit la place pour que les locaux, les nationaux prennent les postes, occupent les fonctions et qu'il y ait quand même un accompagnement pour s'assurer qu'ils vont pouvoir prendre les dossiers et bien les gérer derrière. Je rappelle qu'au moment des indépendances, on n'a pas beaucoup de personnes dans nos pays qui ont fait de grandes études, parce que bien évidemment avant c'était pas possible, et donc qui peuvent gérer les administrations comme il faut. Et donc il fallait une petite période de latence pour pouvoir s'assurer de ce recouvrement-là. Et bien tu te doutes bien que pendant cette période-là, ce que la France-Afrique a fait, c'est plutôt établir un système mafieux, dans lequel on s'est assuré justement que ces États-là ne décollent jamais. Sur le plan économique, on s'est assuré qu'ils ne produisent quasiment rien dont ils ont réellement besoin. On s'est assuré que l'essentiel de leur production, soit elle soit achetée à l'étranger, soit elle soit produite sur place, mais par des entreprises étrangères. Et donc, de fait, en réalité, ces pays-là deviennent juste des pays artificiels, mais ne possèdent réellement pas
leurs économies. Prenons le cas très simple de ce qui se passerait dans une maison pour que tu comprennes la pertinence de ce qui a été fait. Quand tu es dans une maison familiale, ton père, ta mère, les enfants, en général, les règles sont édictées par les parents. C'est-à-dire que si les parents disent qu'après 19 heures, personne n'est dehors, eh bien, tu dois respecter les règles parce que ce sont les règles de la maison. Et si tu ne les respectes pas, ton papa va te dire, écoute, ici chez moi, c'est telle règle. Si ça ne te plaît pas, tu vas dehors, tu vas habiter chez toi. Quelle est l'idée? Quel est le principe? C'est de dire, c'est celui qui a l'économique qui dirige, clairement. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de l'argent. Et donc, ce que ces entreprises-là font dans nos économies, justement, c'est que comme ce sont elles qui possèdent économiquement un grand poids dans l'économie nationale, même si de temps en temps on a quelques champions nationaux, eh bien, ce sont ces entreprises-là qui, en réalité, dictent leurs lois dans nos pays. Ils se sont arrangés à posséder les secteurs clés, l'éducation. Tu regardes les manuels qui sont dans nos pays, la plupart d'entre eux sont édités à l'étranger. Et dans ces manuels-là, d'ailleurs, ce qui est enseigné n'est pas totalement conforme à ce dont nous avons besoin dans nos pays. Dans certains cas, c'est flagrant qu'on recopie les programmes d'autres pays occidentaux, notamment la France. Et puis dans d'autres, on étudie des auteurs qui ne nous parlent pas du tout. Beaucoup d'Africains ont étudié Victor Hugo et beaucoup d'autres auteurs français sans étudier des auteurs africains. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a bien évidemment une grande partie de la population qui est déracinée, qui manque de culture et de connaissances par rapport à ce qui se passe dans son histoire et dans son pays, parce que tout cela a été vidé des programmes scolaires. Parce que bien évidemment, si tu veux bien manipuler un peuple, retire-lui l'éducation. On nous a bien évidemment maintenu assujettis au niveau de l'armement. Nos pays ne fabriquent pas d'armement. Nos pays achètent avec le peu d'argent qu'ils ont encore plein d'armes. Pourquoi faire si ce n'est brimer leur population? Parce que comme Sankara l'a dit, c'est pas avec nos petits pistolets là que l'on pourra faire la guerre face à une nation occidentale. On n'est pas dans le game du tout à ce niveau-là. Et pourtant, tu vois que nos pays achètent beaucoup d'armements pour pouvoir, malheureusement là encore, contenir leur propre peuple. Mais il n'y a pas que le secteur de l'armement. Il y a aussi le secteur de la technologie. Aujourd'hui, tout est fait pour que, bien évidemment, les Africains dépendent des technologies de l'Occident. Voilà pourquoi même nos pièces d'identité dans beaucoup de nos pays ne sont pas faites sur place, ne sont pas faites par des entreprises locales, elles sont cryptées par des entreprises étrangères. Tu imagines une entreprise qui fait des pièces d'identité dans un autre pays, elle a toutes les données de ce pays-là. Voilà jusqu'où la faiblesse de nos États aujourd'hui économiquement se manifeste. Voilà donc en réalité autant de secteurs dans lesquels on pourrait réellement prétendre à pouvoir se lancer. En fait, si on voulait faire les choses de manière intelligente et stratégique, les Africains devraient venir en Europe non pas pour étudier ce qui leur plaît simplement, mais étudier ce qui peut avoir un réel impact dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui viennent en Afrique avec des diplômes que l'on pourrait avoir ici en Occident et qui se font tellement d'argent parce qu'ils font ils font des prestations de conseil pour apporter un conseil dans les domaines dans lesquels en réalité on aurait pu vous et moi étudier. Mais dans ces domaines-là, malheureusement, comme nous ne sommes pas stratégiques, comme nos États ne financent pas les études suffisamment, comme on n'a pas vraiment dans une logique globale comme ça a pu être le cas en Asie, parce que les Asiatiques ont envoyé massivement, mais vraiment massivement les jeunes étudier aux États-Unis dans les meilleures et les plus prestigieuses écoles américaines. Et après, ils les ont fait revenir en Asie, au Japon, en Corée, en Chine. Tu as plein de diplômés de Harvard, du MIT, qui sont rentrés en Chine et qui enseignent maintenant dans leur pays. Donc, ils sont allés se former auprès des meilleurs et maintenant, ils viennent chez eux, réajustent cette connaissance-là et la propagent dans le pays. Et on voit les conséquences, on voit les résultats, bien évidemment, dans le dynamisme de ces économies-là et tout ce qu'elles peuvent apporter en termes de technologie dans le monde entier. Nous, en Afrique, aujourd'hui, on est complètement absent dans le domaine de la technologie. Et c'est clairement aussi dû, malheureusement, à ce manque de stratégie-là. Et quand un Africain, même tout seul, parvient, par ses propres efforts, à se former dans un domaine qui est pointu, quand il se retourne vers son pays pour pouvoir apporter sa connaissance, et bien comme il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a rien qui lui est proposé. Il se retrouve seul face à lui-même et bien évidemment, beaucoup sont découragés parce que même quand ils essaient de rentrer sur place, ils se rendent bien compte qu'ils sont en déphasage entre le savoir qu'ils ont et là où le pays en est encore réellement à ce stade-là. Mais de toutes les conséquences dont je t'ai parlé, ce n'est pas celle qui est politique ni celle qui est économique qui, d'après moi, est la plus grave. La plus grave de toutes ces conséquences-là, d'après moi, c'est celle qui s'est produite dans l'intérieur, dans le mindset, dans la tête de l'homme noir, de l'homme africain. Pourquoi? Parce que toutes ces difficultés ont fini par le convaincre d'une chose absurde. C'est celle de dire l'homme blanc est fort. L'homme noir a fini par intérioriser son infériorité et fini par penser en réalité que sa couleur de peau définissait son identité et donc une identité moins grande, moins importante que celle du blanc. Je vais donc voir avec toi rapidement 3 de ces grosses séquelles-là qui justifient d'ailleurs ce que l'on est en train de voir maintenant dans la crise du coronavirus. Le premier, c'est que beaucoup de Noirs ont intégré le fait qu'ils sont incapables de s'en sortir par eux-mêmes.
Oui, le problème en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dès qu'il y a un petit problème, le réflexe de beaucoup de gens, c'est d'appeler au secours la France, d'appeler au secours les Nations Unies, d'appeler au secours je ne sais pas trop qui d'autre. Est-ce que quand il y a les gilets jaunes en France, les gens ont le sentiment ou le réflexe d'appeler qui que ce soit? Non, parce qu'en France, les gens savent que on va régler nos problèmes nous-mêmes. Quand il y a des problèmes en Italie, en Espagne, ou même, je ne sais pas trop moi, dans d'autres pays, est-ce que vous avez le sentiment que les gens crient au secours pour la communauté internationale? Non, parce que les gens ont appris et ils ont eu cette éducation-là du fait que nous sommes capables par nous-mêmes de gérer, régler, trouver des solutions à nos problèmes. Et rien que ce petit changement de mentalité-là produit des résultats vraiment différents. Prenons un cas de figure très simple qui a été très humiliant pour beaucoup d'entre nous. Le journaliste qui, pour le coup, a posé la question à Emmanuel Macron de savoir, Monsieur Emmanuel Macron, comment est-ce que vous pensez que la France peut aider l'Afrique à se développer? Même Macron a été surpris qu'une telle question lui vienne de la part d'un journaliste, parce qu'un journaliste, c'est quand même en réalité dans un pays, parmi les personnes intellectuelles. C'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui est vraiment au courant de l'information. Et quand tu te rends compte que même un journaliste peut poser ce type de questions au président français, parce que quand le président français vient, en réalité, on prend la crème de la crème parmi les tout meilleurs journalistes. Quand tu te rends compte que parmi les tout meilleurs de nos journalistes, on a des gens qui sont encore là à penser que pour que l'Afrique se développe, il faut que la France nous aide. Alors là, bien évidemment, il y a un problème. Je me suis attendu à ce qu'il demande, Monsieur Macron, quand est-ce que vous allez lâcher l'Afrique? Quand est-ce que vous allez couper les cordons pour que l'Afrique se développe? Ça aurait été une vraie question pour laquelle Macron aurait peut-être été embarrassé. Mais celle de lui demander comment est-ce que je peux faire pour vous aider, c'était à la limite ridicule, quoi. Mais ça, tu vois, ça traduit très clairement cette mentalité qui fait que même quand on a des diplômes, même quand on a des postes importants, eh bien, on a encore cette mentalité de nous dire, il faut que le secours nous vienne de l'extérieur. Et pourtant, c'est absolument faux. Et on a eu quelques exemples. Prenons le cas du Burkina Faso, qui nous a démontré encore récemment au travers de sa révolte qu'il était possible, avec de l'organisation pour une population, d'aller même jusqu'à faire tomber un dictateur au pouvoir depuis plus de 30 ans. Blaise Compaoré, c'est ce qui lui est arrivé. Après avoir assassiné froidement Thomas Sankara, il est resté au pouvoir pendant de très très longues années. Maintenu par qui, à ton avis? Eh bien, le jour où il a fallu qu'il parte, la population, le peuple est parvenu par ses propres moyens, et ça c'est l'exemple le plus patent parce que ça s'est fait en Afrique noire, par des Noirs, sans avoir besoin du recours de qui que ce soit d'autre, à mettre à nu et à mettre à mal un régime dictatorial qui avait déjà quand même plus de 30 ans d'expérience au pouvoir. Et ça c'est clairement un des moyens sur lesquels on peut s'appuyer pour nous dire en réalité, on peut tout. On peut tout parce que ensemble, on est très fort. Mais malheureusement, la psychose actuelle a fait que les populations ont oublié qu'elles étaient puissantes. Elles ont oublié que le pouvoir leur appartenait et qu'elles devaient pouvoir le saisir. Malheureusement, aujourd'hui, bien évidemment, les dirigeants en profitent. Mais c'est aussi le cas aussi de pouvoir le rappeler ici, là, dans cette vidéo, justement, le pouvoir appartient au peuple. La deuxième chose que cette situation du coronavirus nous démontre bien, c'est que malheureusement, en plus d'avoir intégré le fait que l'on ne pouvait pas s'en sortir seul, nous avons beaucoup intégré la mentalité de l'aide. On est très souvent à attendre des aides des autres. On est très souvent à tendre les mains pour que les autres nous aident. Mais mets-toi un tout petit peu à la place d'un occidental. Mets-toi à la place d'un Français lambda qui voit que tous les ans, on prend son argent. Parce que je vous rappelle que quand la France envoie de l'aide aux pays africains, elle ne prend pas cet argent dans une banque, je sais pas moi, secrète. Hein. Elle prend les impôts du contribuable français, les impôts des Français. Et c'est avec ça qu'elle va aider les gens en Afrique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça a créé en nous cette mentalité d'aide-là. Mais si moi, je suis un Français, que je vois que tous les ans, on prend une partie de mon argent pour venir aider les pauvres personnes en Afrique, qu'est-ce que tu veux que ça crée chez moi? De la pitié pour eux? Ça crée pour moi, ça peut même créer de la révolte en me disant, mais ils sont paresseux, ils veulent rien foutre. Dans tous les cas, ça crée de manière certaine un esprit de supériorité par rapport à l'autre. Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et donc, du coup, une manière aussi de pouvoir combattre cela, c'est de mettre terme définitif à cette notion d'aide. C'est de mettre un terme sérieux et vraiment définitif à cette histoire dans laquelle les Africains sont à tendre la main en attendant qu'un messie leur provienne de je ne sais pas trop d'où dans le monde. Mais regarde par exemple ce qui s'est passé quand le Ghana a décidé de se retirer du FMI, le Fonds monétaire international, avec ces fameux programmes d'ajustement structurel qui n'ont jamais aidé aucun pays au monde à se développer. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, les Africains sont toujours les premiers à courir pour aller prendre l'argent du FMI. Quand le Ghana a dit qu'il coupe les ponts avec le FMI, qu'ils ne prendront plus l'argent du FMI et qu'ils sont désormais assez matures pour pouvoir s'autogérer, qui est monté au créneau pour dire que c'était très dangereux de faire ça? Eh bien, des économistes africains, des journalistes africains, pour dire mais non, ce que le Ghana est en train de faire est très insensé, ils sont en train de vouloir partir peut-être beaucoup trop tôt. Donc, en ramenant quoi en avant? Le fait une fois de plus qu'il fallait que le Ghana reste dans la dépendance jusqu'à ce que quelqu'un lui donne le droit
de penser qu'il était prêt à partir. Or, le président ghanéen a pris ce pari-là et le temps est en train de lui donner raison. Mais c'est aussi un espoir, un message d'espoir pour les autres, pour qu'ils comprennent que c'est possible réellement, quand on veut, de pouvoir accéder à des choses même qui hier nous étaient peut-être inaccessibles. Nana Akufo-Addo fait un travail remarquable de ce point de vue-là et il insuffle, heureusement d'ailleurs pour nous, une nouvelle catégorie de leaders dont l'Afrique a réellement besoin. Et puis la troisième chose que l'on peut voir transparaître au travers de cette crise, c'est le fait que malheureusement beaucoup de Noirs ont intégré l'idée vraiment que le blanc est meilleur que le noir. Et ça, tu peux le voir à tellement de niveaux. Quand tu fais quelque chose en tant que noir, quand tu es même un Africain de la diaspora et que tu veux rentrer et amener un projet au pays, parfois c'est mal pris. Et pourtant, si un blanc ramène le même projet, les portes lui sont totalement ouvertes. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand tu vas en Europe, les gens au pays ont souvent tendance à penser que tu es forcément riche, puisque tu es maintenant désormais au contact du blanc, alors tu jouis un peu quelque part d'une aura supérieure à ceux qui sont au pays. Quelqu'un qui est dans la diaspora et qui rentre au pays revient avec des honneurs, revient avec un sentiment de supériorité qui parfois même se valide quand tu vois comment est-ce que les gens au pays l'accueillent avec respect et révérence, malheureusement. Ce qui est plus malheureux, c'est que bien évidemment, plusieurs d'entre nous en profitent et même en abusent. Cette notion de dire que ce que le blanc fait est meilleur entraîne des dérives énormes. On ne travaille plus là où il faudrait que l'on le fasse parce qu'on attend que ce soit les autres qui le fassent. Prenons le cas par exemple du sport et du football. Beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui ne travaillent pas assez structurés pour avoir des équipes de foot vraiment compétitives. Ce sur quoi ils comptent, ce sont les binationaux, c'est-à-dire des gens qui ont été formés dans d'autres pays, qui n'ont peut-être pas eu le nouveau pour intégrer les sélections de ces pays-là en Occident, et donc maintenant qui sont en galère. Et donc maintenant, les fédérations africaines sont devenues spécialistes pour aller chasser ce genre de personnes, pour leur dire, hey, venez jouer pour le pays de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre père, de votre mère. Ça va vous donner de la visibilité. Et comme les gars, ils sont en galère, ils n'ont rien ni personne, et bien, ils se disent, pourquoi pas, allons-y quand même. Et donc du coup, tu vois, ça crée vraiment un état d'esprit qui se généralise. Quand un entraîneur noir, regarde par exemple, toujours dans le domaine du football, beaucoup de nos sélections nationales ont des entrepreneurs blancs à leur tête. Quand un blanc échoue, on se dit c'était pas le bon, on change, on prend un autre entraîneur blanc. Mais quand c'est un noir qui échoue, on dit, vous voyez, on vous avait dit que c'était pas bien de prendre les entraîneurs noirs, on va aller chercher un entraîneur blanc. En fait, en réalité, le blanc a un échec individuel, mais quand le noir échoue, c'est un échec collectif. Quand un noir échoue, il a échoué pour tous les noirs, et tous les noirs sont mauvais. Mais quand c'est un blanc, ok, c'était pas le bon blanc, il faut en prendre un autre. Tu vois comment est-ce que ça oriente grandement même la manière de pouvoir interagir à l'intérieur du pays même, ce sentiment de toujours dire, il faut que l'on aille chercher un blanc. À tel point qu'on a appelé certains entraîneurs des sorciers blancs. Je terminerai dans cette vidéo en te parlant du corona. Regarde comment est-ce que nous avons géré cette crise du corona dans nos pays. Il y a beaucoup de choses à dire. On est allé gérer cette crise-là et aujourd'hui en Afrique, on a plusieurs scientifiques qui travaillent avec des moyens rudimentaires, mais ils font des exploits avec les petits moyens qu'ils ont. Ils ne sont soutenus par personne. Les États ne sont pas véritablement là. Et pourtant, nos propres États vont payer des fortunes pour payer pour avoir des vaccins contre le sida, les antirétroviraux, pour avoir des médicaments contre les cancers. Bref, ils paient des fortunes énormissimes. D'ailleurs, dans la vidéo de demain, je te parlerai des tests et des vaccins. Comment est-ce qu'on procède à ces tests-là? Et tu vas voir pourquoi est-ce que ce qui est fait dans nos pays est juste scandaleux. Mais bon, pour terminer dans cette vidéo, je te disais donc que, tu vois, il y a vraiment des répercussions de cet état d'esprit-là depuis nos leaders, malheureusement, jusque dans le peuple. Il y a des problèmes, mais derrière, j'espère que tu as compris qu'il y a des opportunités. Investissons dans la science, investissons dans l'éducation, investissons pour pouvoir être autonome de manière alimentaire parce que celui qui te nourrit et celui qui te soigne décide de ta vie en réalité. On fait avaler des comprimés aux enfants, bien évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de dire de ne pas prendre les BCG et autres, c'est bien. Mais travaillons à ce que ce type de situation ne se produise plus. On n'est pas en train de vouloir envoyer les BCG en Corée. On n'est pas en train de vouloir les envoyer je ne sais pas trop où d'autres. Les États qui ont compris le game et qui se sont clairement positionnés aujourd'hui ne subissent plus ce genre de situation-là. Et c'est honteux, clairement, que nous nous en soyons encore là. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes dans la génération qui allons faire que les choses changent. Et je le crois vraiment que nous sommes une génération charnière qui pouvons faire que de réels déclics s'opèrent sur le continent. Donc, vois les problèmes, mais derrière, vois les opportunités. C'est comme ça qu'un entrepreneur voit. Le profane voit les problèmes, l'entrepreneur voit de la richesse. Nos dirigeants aujourd'hui investissent beaucoup dans les armes, mais pas de la bonne manière. On pourrait investir dans la science et dans la technologie pour pouvoir créer des applications comme WhatsApp, comme Facebook, mais qui partent de l'Afrique. On a la population. On a la population. Et pourtant, aujourd'hui, on donne toutes nos données au monde entier. C'est pas normal. C'est pas normal. On devrait pouvoir créer des champions internationaux dans plusieurs domaines technologiques. Et s'ils ne sortent même pas du continent, c'est pas grave. WeChat en Chine ne sort pas de la Chine, mais c'est suffisant pour eux, pour ce qu'ils veulent faire. Donc, clairement,
Pensez-y quoi. Il y a beaucoup d'opportunités que ce tamas de problèmes génère. Et puis le dernier truc que je voulais voir avec toi, c'était les Nations Unies. Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que l'Afrique n'a pas de place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? On est un continent qui a plus de 54 pays et on n'a même pas un droit de veto aux Nations Unies. En fait, on peut tout décider sur notre dos dans cet organisme-là et on va juste le subir. C'est inacceptable. Clairement, je te le dis comme je le pense, c'est inacceptable. On devrait avoir un droit de veto. Mais c'est aussi l'une des manières à laquelle on nous montre à quel point l'homme noir, l'Africain du moins, est méprisé grandement. Mais vraiment grandement. Donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de te donner la saine révolte. La révolte de te dire, il faut que ça change. Et je peux être, à mon niveau, un acteur du changement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Puis je te donne rendez-vous demain parce que demain, je te parlerai de la vaccination. La vaccination, on va vraiment parler de ça pour que tu vois pourquoi est-ce que les histoires de venir vacciner des enfants en Afrique, c'est d'abord une question de sous, avant d'être une question de couleur de peau. À demain donc. Ciao.